Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 11 février 2026. Jeff Morancy qui s'installe avec vous pour les prochains instants, pour la prochaine heure en fait. On va être là avec vous autres et j'ai fait une erreur, j'ai pas modifié, je m'excuse, le nom du balado de ce soir. Donc, on est BBN Soccer épisode 2, super important de la saison 2026. On se parle donc du panier d'épicerie aujourd'hui, la liste d'épicerie 2026 du CF Montréal. On va se parler du besoin des clubs. On va se parler de profondeur. On va se parler également, des besoins. Pas des noms, mais des besoins de l'organisation en termes de renfort au sein de cette formation-là. Il y a des besoins au club, il y a de la profondeur, la formation doit être solide. On va regarder vraiment tout ça au cours des prochaines minutes. De la prochaine heure, ensemble, on va se parler des indiscutables, on va se parler également des joueurs surévalués, on va marquer également les manques de cette formation-là. C'est sûr qu'il y aura toujours le segment premium ouvert aux membres que je tiens à remercier, qui sont là, qui sont avec nous. Et j'espère qu'ils vont continuer l'aventure avec nous tout au long de cette saison-là. Alors, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut. Alors, merci à vous autres d'être là, d'être en direct avec nous. Je vais prendre un instant juste pour partager le direct sur l'ensemble de nos réseaux sociaux pour être sûr qu'on soit là et qu'on puisse discuter finalement ensemble avec tout le monde de soccer. CF Montréal qui a connu une bonne sortie. Belle remontada du côté de Philadelphie. On peut être critique. Par contre, il faut dire les choses comme elles sont. Et il faut demeurer, malgré tout, objectif. Et ne pas nécessairement aller toujours dans la critique. Parce que ça ne sera pas constructif. Et le but n'étant pas ça, le but n'étant pas d'aller critiquer constamment le club, je m'excuse, je suis en train de partager. Donc, le but n'était pas de critiquer sans avancer. Alors, cette semaine, on se parle de la liste d'épicerie du CF Montréal. Pas des noms, je vous l'ai dit. On se parle vraiment des besoins de cette formation-là. Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors, je prends le temps de vous souhaiter la bienvenue à tous et si vous le voulez bien, ben on part pour la prochaine heure. On part ça ensemble. Évidemment, je vais juste enlever mon nom. Ça sera pas très long. Ça va être plus beau comme ça. Donc, contexte MLS. La MLS évolue vite. La profondeur de l'effectif est devenue essentielle pour performer du côté de la MLS. Donc, il faut une bonne formule, il faut un bon 11, une bonne titularisation, mais plus que jamais, dans une MLS où tout va vite, tout croît très rapidement, il faut non seulement un bon 11, il faut également être en mesure de tenir le match pendant 90 minutes de jeu. Et c'est là un peu que ça devient compliqué pour l'organisation du bleu, blanc, noir, c'est de terminer les matchs. On explique, je vous ai mis en ligne un billet cette semaine sur bbnsoccer.com. Je vous invite à aller le lire si jamais ce n'est pas fait. Si vous voulez le lien
simple, rapide et efficace. Pour ceux et celles qui sont avec nous en formule vidéo, donc en direct, il y a l'onglet, le code QR pour devenir membre. Ça va vous amener directement sur le site de bbnsoccer.com et vous aurez donc accès aux billets. Mais sinon, vous pouvez tout simplement aller visiter le bbnsoccer.com et on va être en mesure, pardon, de vous diriger vers le billet. Je prends le temps de saluer Sam. Sam, je t'ai pas oublié. On s'en vient. On place le show et on va avoir quelques temps morts là, avant le premier match. Donc, on va avoir le temps de se discuter ensemble, partager avec les fans ton expérience soccer. Donc, on explique bien dans le billet que j'ai écrit que la profondeur de l'effectif est hyper importante. Aujourd'hui, on ne gagne pas nécessairement en MLS avec le 11 titulaire, mais avec le 12 à 18 qui est hyper important. Et ton 12 à 18 doit être capable de jouer, de tenir le niveau MLS pendant 30-40 minutes facilement s'ils veulent arriver à des résultats. Donc, qu'on sorte à la 60e, qu'on sorte à la 70e, normalement, c'est là qu'on commence à jouer dans les changements, les joueurs de banc, outre s'il y a des blessures. Alors, c'est important de garder une cohésion sur le terrain, une capacité de jouer, d'aller vers l'avant, de soutenir la pression, de lire, de comprendre et d'exécuter le plan de match. Et tout ça fait en sorte que c'est compliqué dans une MLS qui va très rapidement d'avoir un projet qui est centré sur la jeunesse, sur la formation et sur la vente des joueurs. Parce qu'on ne peut pas avoir non plus, puis on peut être critique. Je l'ai dit à l'égard de l'organisation du CF Montréal, on doit quand même demeurer objectif et force est d'admettre qu'on ne pourra jamais aligner 20 projets sur un terrain et avoir des niveaux MLS pour 20 de ces joueurs-là. Donc, c'est normal qu'il va y avoir des ups, qu'il va y avoir des downs également. Et lorsqu'on regarde, quand je vous dis que la MLS va rapidement, Sportico a sorti cette semaine la valorisation des clubs de la MLS et il y a 1 milliard. 1 milliard de dollars en valorisation qui sépare l'Inter de Miami et le CF Montréal. C'est énorme. Et c'est une ligue qui va vite, c'est une ligue qui va rapidement. Je mets quand même sur cette évaluation-là un certain bémol parce qu'on connaît la réalité montréalaise qui est différente de certaines réalités à travers la MLS ou le CF Montréal. Oui, on peut critiquer sur l'investissement qui est fait à travers l'effectif, mais il y a aussi un concept de valorisation, il y a un concept d'immobilisation, il y a un concept de capacité d'aller chercher des nouveaux revenus. Tout ça est un peu limité du côté de Montréal. On ne se fera pas de cachette. Puis on peut, lorsqu'on parle de contexte MLS, je vous ai dit qu'on se dirait les vraies choses cette année. Je vous dis, c'est difficile, c'est compliqué. On critique énormément le CF Montréal, mais il faut également se regarder dans le nombril et se dire, OK, est-ce qu'on est prêt, en tant que fan, en tant que partisan, à s'investir et vivre l'expérience MLS à la hauteur de ce qu'on désire. Si je vais voir la valeur des billets de saison, je vous donne un exemple. Je veux un billet de saison pour le LAFC. Ça sera pas le même plan, ça sera pas la même rigueur, ça sera pas le même prix que si je veux un billet de saison du CF Montréal. Si je regarde présentement un billet de saison
Je vais essayer de vous regarder ça en direct avec vous pour vous donner la bonne information. Mais on critique beaucoup l'investissement sur le terrain de la part de Joey Saputo, de la part de la famille Saputo. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a aussi la capacité de payer des gens qui fréquentent le stade. Puis on pourra émettre des critiques. On a le droit d'être critique à l'égard de l'organisation. Mais il faut comprendre également qu'il y a une réalité qui est différente de la nôtre. Je suis pas capable, j'aurais dû aller chercher l'information avant de vous la relayer, mais je voulais regarder un peu à travers le circuit. Je me l'étais pris en note, finalement, je suis pas allé faire les recherches appropriées. Donc, je vous reviendrai plus tard, puis je reviendrai, en tout cas, de toute façon, pour les premiums, sur cette capacité-là, mais il faut que les fans acceptent que si on veut un projet gagnant, si on veut une équipe gagnante, ça va demander aussi de la part des partisans euh, un investissement qui est supplémentaire à ce qu'on a offert dans le passé. Dans une MLS qui, je vous l'ai dit, progresse énormément, on a quoi, 4-5 formations qui sont évaluées vraiment plus hautes que les autres. On a certaines formations qui frôlent le milliard en valorisation. Donc ça, c'est hyper important de garder ça à l'œil et de comprendre aussi dans la réalité, dans les demandes qu'on formule, la réalité du marché montréalais. Parce qu'elle est différente de Miami, parce qu'elle est différente de l'AFC. Et on le voit à Vancouver, à quel point c'est compliqué. On connaît la relation à Montréal avec les autorités. On connaît, vous avez vécu le dossier de la Coupe du Monde. On comprend l'intérêt ou le désintérêt, on pourrait dire comme ça, de la classe politique envers le soccer et les investissements que ça recommande pour avoir un projet qui soit porteur, qui soit vecteur. Donc, là-dessus, c'est un bout qu'on ne peut pas faire de reproche. Il y a eu plusieurs critiques que j'ai émises cette semaine et les messages que j'ai reçus, puis on va s'en parler tantôt dans le segment premium, et plusieurs disent Jeff, si Joey Saputo n'est pas capable d'investir et de suivre la parade, il serait peut-être temps de vendre la formation. Et en toute transparence avec vous, s'il y a un groupe, s'il y a une famille qui peut faire vivre le soccer à Montréal, je demeure persuadé à ce moment-ci que la famille Saputo est la meilleure option, la seule option viable pour maintenir en santé du soccer à Montréal, outre si le CF Montréal devait devenir l'objet d'un conglomérat qui ne soit pas montréalais. Donc, je vous donne un exemple qui n'arrivera pas, mais si Citigroup, qui possède plusieurs équipes, décidait d'acheter le CF Montréal pour avoir un pied à Montréal et dans le soccer canadien, comprenez-vous, ça pourrait être ça. Donc, que le club devienne une cellule d'un groupe sportif footballistique établi à travers la planète, ben, c'est quelque chose qui, selon moi, pourrait arriver, qui pourrait exister et faire grandir le projet. Ceci étant, maintenant, est-ce qu'il y a un sous-investissement de fait à Montréal? Je suis à ce moment-ci à penser, à croire que oui, à croire qu'on doit investir davantage sur cette formation-là si on veut obtenir des résultats probants. Et moi, ma principale difficulté à ce moment-ci, c'est de comprendre le pourquoi il en est ainsi et pourquoi on a sorti pour mentionner finalement qu'on voulait en juillet dernier changer la donne, changer les choses, mais qu'au final, ben, on n'est pas en mesure
On n'est pas en mesure de le faire et ce n'est pas nécessairement ce qu'on cherche à faire présentement du côté de l'organisation montréalaise. Donc, lorsqu'on me dit qu'on est un club ambitieux, lorsqu'on me dit qu'on veut gagner, lorsqu'on me mentionne que c'est important de redonner la fierté, de redonner aux fans, ben moi, dans ce temps-là, je me fais une liste d'épicerie et c'est ce que je veux partager avec vous ce soir. Donc, si on regarde, si on veut analyser ligne par ligne, est-ce que il y a des indiscutables au sein du CF Montréal? Est-ce que cette profondeur-là, elle existe et qu'elle est bonne? Je vous donne mon point de vue présentement. Si je devais composer un 11, fort possiblement que le CF Montréal évoluerait en 4-2-3-1 avec Gillier, Petrasso, fort possiblement, s'il est en santé, sur la gauche. Vera Morales et Bougaille sur la droite. Longstaff et Letouri présentement. Milieu de terrain. Thoralsen, Jaime et Sinchuk sur le trident offensif avec Owozu comme striker en avant. Donc un 4-2-3-1, c'est ce que je verrais présentement pour cette formation-là. Docteur Foot, tout à l'heure et juste avant d'entrer en direct avec vous, partageait sa liste à lui d'indiscutables et je vous demandais, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette liste-là? Et, tu sais, on est en direct avec vous ce soir pour vous en parler de cette liste d'épicerie-là. Docteur Foot, il dit, les indiscutables, ce serait Gillier, ce serait Vera, ça serait Thoralsen, Morales et Owozu. C'est des joueurs que j'ai tous placés dans le 11, dans la titularisation, et j'en suis d'accord. Je pense que Sinchuk aurait pu être rajouté à la liste du docteur, et je pense que Ivan Jaime doit également être sur cette liste-là. Selon moi, fait partie des indiscutables. On aurait également, à mes yeux, Longstaff sur la gauche du milieu, qui est pour moi, en tout cas, qui fait partie des joueurs qui doivent être alignés sur le terrain pour l'instant. Donc, dans les buts, on veut de la stabilité, on veut de la sécurité. Thomas Gillier devient donc la porte de sortie. C'est le gardien numéro 1. Je pense que c'est indiscutable à ce moment-ci. Maintenant, est-ce que Sébastien Breza peut agir comme gardien de but numéro 2? Vous connaissez ma position face à Sébastien Breza. J'espère que Gillier peut aligner toute la saison et qu'il ne sera pas blessé. Je suis de ceux qui croient que si on veut gagner en MLS, il faut un mix intéressant entre la jeunesse et l'expérience. Il y a beaucoup de projets dans cette formation-là. Beaucoup de jeunesse. Des joueurs comme Rios doivent, selon moi, prendre plus de place au sein de l'alignement. Des joueurs comme Piet. Mais encore là, j'aimerais avoir des joueurs qui ont une expérience encore plus probante qu'un Samuel Piet. Et il y a une expérience MLS qui est incroyable, Samuel. C'est le capitaine, il a le cœur sur la main, il a le maillot. Il mouille le maillot, il y a le sigle du CF Montréal tatoué sur le cœur. J'ai aucun reproche à adresser à Samuel Piet. Il a fait preuve de leadership, il a été le capitaine de cette formation-là. C'est un guerrier. C'est un guerrier du CF Montréal, mais on doit avoir beaucoup plus d'expérience de haute qualité si le message qu'on veut envoyer, c'est on veut gagner. Si le message qu'on veut envoyer, c'est on veut être combatif, le message qu'on veut envoyer, c'est on a de la grinta, on va gagner, on est ambitieux, on ne peut pas être ambitieux avec comment je pourrais dire, un groupe, un collectif
qui soit, à mes yeux, aussi mince à ce moment-ci, alors qu'on a des réserves du côté de la formation du CF Montréal, avec beaucoup d'argent en gamme de disponible. Si on veut que les bottines suivent les babines, on doit prendre des actions concrètes. À la défense, je pense qu'il y a une certaine continuité. Je pense qu'il y a un nouveau leadership qui est en train de s'installer, mais on va dans la même idée, dans la même construction, dans le même plan. Et pour ça, je pense que défensivement, ça ne sera pas le problème majeur de l'organisation pour la saison 2026 qui commence dans quelques temps. Au milieu, on veut contrôler le ballon. On veut posséder ce ballon-là et on veut le faire surtout progresser et être le plus vertical possible. Pour moi, il manque un profil au milieu de terrain, donc on peut jouer avec ça. Puis je ne vais pas tout faire la description ici parce que je garde ça pour les membres premium. Mais les premiums, là, j'ai identifié deux postes qu'on doit absolument corriger, qu'il faut absolument un investissement majeur. Et c'est avec les membres premium que je vais le partager tout à l'heure. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'au milieu de terrain, présentement, il nous manque un profil de joueur qui est hyper important pour amener du jeu vers l'avant, pour amener de la créativité, pour amener de la construction rapide dans le jeu. Et ça, ça devient super compliqué pour l'organisation de trouver ça. Alors, je vais continuer avec le milieu offensif. Je vais continuer avec le milieu offensif. Et vraiment, je pense qu'on est en train de mettre en place certaines choses qui sont correctes, certaines choses qui sont bonnes du côté de l'organisation. Je suis, oui, critique des choix non seulement faits, mais des choix non faits par cette formation-là. Mais on doit aller chercher de la profondeur, on doit aller chercher de la finition, que ce soit au milieu offensif, que ce soit en phase d'attaque. Je parlais de titularisation indiscutable avec Dr. Foot, ces joueurs et mes joueurs que je vous rappelle, mais lorsque je regarde, si je prends en attaque un Thoralson, un Jaime, un Sinchuk, un Owusu, est-ce qu'on peut tenir au niveau MLS et avoir du succès? Moi, je pense que oui. On est capable, avec ça, d'obtenir un certain succès. Par contre, on ne figure pas dans les sommets de la MLS. Parlez-moi pas d'équipe ambitieuse. Parlez-moi pas d'équipe qui va gagner. Mais dites-moi, on va faire mieux qu'en 2025, je vais vous croire. L'effectif que je vois présentement au sein de l'organisation, pour moi, est un effectif qui va se battre pour le barrage à la fin de la saison 2026 s'il n'y a pas d'investissement majeur qui est fait au sein de cette organisation-là. Donc, est-ce qu'on progresse sur la saison 2025? Je suis obligé de vous dire que oui. Je suis obligé de vous dire qu'effectivement, la formation progresse sur 2025. Par contre, est-ce que le projet qu'on me soumet est ambitieux? Je dirais que non. Je prends le temps de saluer Maxime Chaumont qui est là avec nous, qui dit allô BBN. Allô Maxime, bienvenue à toi dans le balado. Merci de nous rejoindre. Donc, ceci étant, j'y vais avec Thoralson, j'y vais avec Jaime, j'y vais avec Sinchuk, j'y vais avec Owusu. Est-ce qu'on est en mesure de voir un joueur ou deux être éliminés de cette liste-là
On vient d'apprendre que Lionel Messi est blessé à la cuisse, qu'il va être absent pour une durée indéterminée. S'il devait arriver un pépin, puis on le sait que les blessures sont fréquentes, on l'a vécu la saison dernière avec Jaime, on l'a vécu avec Sinchuk, on l'a vécu avec Vrioni. Est-ce qu'on est capable d'avoir un blessé, d'enlever un joueur ou deux et de le remplacer sur une trentaine de matchs et de maintenir un niveau de compétition ambitieux en MLS? Je suis obligé de vous dire que non. Lorsqu'on me dit à moi, on veut être une équipe ambitieuse, on veut être une équipe solide qui veut gagner, alors qu'on recherche, et c'était dit publiquement par l'entraîneur-chef, alors qu'on recherche un ailier gauche droitier, on va s'en parler tantôt dans les profils manquants dans le segment premium, pour les membres premium, je vais tout vous détailler le fond de ma pensée, mais lorsque les attentes sont si claires, si ciblées, autant à l'interne qu'à l'externe, et que tu reposes ton choix sur Stride, que je ne vous ai pas parlé présentement, mais qui est un jeune homme de 20 ans qui a évolué en deuxième division et que c'est sur lui que tu vas reposer toute la pression de ce qu'on demande, de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche pour la saison 2026. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on va y arriver. Je ne comprends pas comment on va faire pour être compétitif, pour se démarquer, pour obtenir également des bons résultats. Ça va être complexe. Ça va être hyper complexe. On a de l'argent, on peut bouger, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on a besoin et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on va pouvoir, gang, y arriver. Comment on va pouvoir être en mesure de trouver la faille qui va faire en sorte qu'on va trouver la bonne recette, la bonne formule pour avoir du succès sur plusieurs matchs, sur une base régulière et avancer avec tout ça. Si on regarde la profondeur de la formation maintenant, si on évalue les jeunes, on regarde les projets, on regarde les joueurs qui sont prêts, qui sont là, qui sont disponibles pour l'organisation, moi, j'identifie certaines failles. J'identifie certaines faiblesses et j'en reviens au message que je lançais tout à l'heure. Est-ce qu'on est en mesure? Il semble y avoir des problèmes avec le direct et le chat présentement. Je m'en excuse, j'essaie de corriger, mais on va s'adapter là, au cours des prochains jours. C'est les joies du direct, donc je ne sais pas pourquoi ce soir on n'a pas le clavardage qui apparaît en direct, mais je m'en excuse, on va corriger ça
rapidement, mais je vois quand même vos messages apparaître. Donc, je vais les prendre et les lire au besoin. Donc, j'en reviens au niveau de la profondeur et de la formation, gang. Si on enlève un joueur sur la titularisation, est-ce qu'on est en mesure de le remplacer sur 34 matchs? Est-ce qu'on est en mesure... euh, la MLS progresse, la MLS avance, la MLS va très rapidement. On doit gagner de plus en plus avec la profondeur. Je le dirai jamais assez. Est-ce qu'on est suffisamment fort pour dire qu'on repose le poids de la victoire sur des jeunes joueurs? Si dans un match, on affronte l'Inter de Miami et que je me ramasse avec, pour une raison X, un Sunusi en pointe, avec un Stripe, un Escobar et un Sinchuk derrière, est-ce que je peux être critique? Est-ce que je peux reprocher à cette formation-là de ne pas connaître de succès? Ou est-ce que je dois adresser mes revendications, je vais les appeler comme ça, à l'état-major de cette organisation-là qui ne comprend pas qu'on ne peut pas gérer une formation avec autant de jeunesse, avec autant de projets. On va s'en parler tout à l'heure, les premiums. Il y a des dossiers qu'on aurait dû fermer. Des Opoku, des Sunusi. J'ai quelques dossiers comme ça que je veux parler avec vous, les premiums tout à l'heure dans votre segment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des profils présentement qui ne correspondent pas à ce qu'on cherche chez l'organisation, qui sont là, qui coûtent cher, qui sont là depuis plusieurs années et qu'en fait, ils ne coûtent rien, mais ils coûtent cher parce que la masse salariale est tellement basse que chaque dollar investi devient important. Et maintenant, non seulement ça, mais lorsqu'on parle d'attirer le talent à Montréal, lorsqu'on parle d'attirer des joueurs de haute qualité, ben, il faut un projet ambitieux, il faut un projet gagnant, il faut un projet qui va donner le goût aux joueurs de venir se greffer à Montréal. C'est facile d'attirer des 21 ans et moins dans la mesure où, à Montréal, bon an, mal an, on réussit tout le temps à repositionner des joueurs sur la planète foot. On a eu des belles ventes dans les dernières années. Pas tous les joueurs qui ont connu du succès. Certains sont revenus en MLS, mais on pense à un Mihailovic, on pense à un Ismaël Koné, on pense à un Alistair Johnston. Bref, et il y a plein de belles transactions qui ont eu lieu. Il y en a eu aussi plusieurs qui ont été essayées, qui n'ont pas fonctionné. Je pense à des Hamdi, je pense à des Bjorn Johnson. Vous le savez, là, Saphir Taider. Il y a plein de projets qui sont aboutis à Montréal et qui, pour une raison X, n'ont pas réussi. Mais dans une formule comme on a présentement, où on se base exclusivement ou principalement sur des jeunes, ça devient difficile de se réaliser, ça devient difficile de les faire grandir. Pour moi, et je l'ai mentionné à plusieurs reprises la saison dernière, un Ismaël Koné n'est pas aussi bon et n'a pas une aussi grande progression s'il n'est pas avec Victor Wanyama et s'il n'est pas avec Kai Kamara sur le terrain. Et ça, ce mix d'expérience-là, il est important. Et lorsqu'on regarde les gagnants de la Coupe MLS des dernières saisons, il y a toujours 6 joueurs de plus de 30 ans. Et ils n'ont pas toujours du temps de jeu. Je vous dis, la profondeur doit être meilleure. Et ça peut être des joueurs de profondeur. On peut confier à un Victor Wanyama, à un Kai Kamara,
un joueur un rôle de second plan avec cette formation-là et réussir donc à leader le projet avec ce qu'on veut vendre, ce qu'on veut offrir, ce qu'on veut faire, d'avoir des jeunes sur le terrain. C'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui est possible, mais par contre, tu dois quand même les encadrer sur le terrain. Et Marco Donadel, sur le bord de la ligne, ne peut pas intervenir autant qu'il le veut, autant qu'il le doit sur ce terrain-là. Donc ça, c'est au niveau de la profondeur et de l'importance de construire une profondeur. François Cusson, qui est avec nous via la plateforme X, dit: j'ajoute Sinchuk, malgré son inconstance. On n'investit pas 4 millions sans le faire jouer. Il va être titulaire. Je suis à la même place. Je suis à la même place que François là-dessus et je suis d'accord avec lui. Je crois que Sinchuk sera un titulaire. Je crois qu'il va aider cette formation-là. J'aurais aimé qu'il soit appuyé de joueurs qui peuvent reposer sur énormément d'expérience pour le faire grandir, pour l'aider à sortir de son cocon et d'attirer des joueurs. Ça va être facile, comme Sinchuk, mais qu'on le veuille ou non. Et je vais faire un aparté à partir du commentaire de François. Lorsque François me dit Sinchuk, pour moi, malgré son inconstance, on a investi 4 millions sur le joueur. Va falloir un peu justifier cet investissement-là. Il va falloir lui donner du temps de jeu. Dans un projet qui boite, qui est aussi peu ambitieux que le CF Montréal la saison dernière, ça devient compliqué d'attirer des joueurs. Parce que les joueurs vedettes, les joueurs qui veulent gagner, les joueurs qui ont une haute valorisation ne veulent pas jouer pour des équipes qui sont année après année en reconstruction. Ces joueurs-là veulent gagner, veulent voir des projets se bâtir, veulent voir des projets grandir, veulent voir des projets aller de l'avant et réussir. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va amener une surenchère pour l'organisation du CF Montréal pour réussir à attirer dans leur giron des joueurs qui méritent, on va le dire comme ça, là, qui méritent la peine qu'on sorte le chéquier. Donc, si on veut un joueur de 2 millions, ben ça va peut-être être 3, ça va peut-être être 4 pour l'attirer à Montréal et réussir à le convaincre à signer bien fort au crayon en bas de la feuille pour venir se déplacer ici. C'est déjà compliqué dans un marché comme Montréal, d'attirer le talent lorsqu'on se compare à des marchés comme LA, lorsqu'on se compare à des marchés comme Miami, comme Orlando, où il y a la langue, où il y a le soleil, où la réalité financière n'est pas la même. Bref, pour mille et une raisons, il y a des marchés qui sont plus attractifs à la base que Montréal. Maintenant, Montréal peut tirer son épingle du jeu. Montréal peut piger dans certains bassins. Montréal peut, alors qu'elle a certaines objections qu'elle reçoit de la part des joueurs, ben, peut avoir également, d'un autre côté, un certain pouvoir d'attraction pour d'autres. Et peut-être qu'on doit travailler là-dessus. Peut-être qu'on doit réussir à aller de l'avant avec ces choses-là, avec cette réalité-là. Mais pour vrai, présentement, le projet de cette organisation-là est compliqué, difficile à suivre par moment, et il faut savoir si, l'autre chose qui est hyper importante, il faut savoir si la stratégie, elle est bonne ou si
elle ne l'est pas. Comment on va réussir à améliorer la formation dans un milieu où la profondeur manque présentement? Et comme je vous dis, demain matin, je regarde le 11 titulaire, gang, et la question que j'ai envie de vous poser, on est plusieurs en direct sur Twitter, vous pouvez me répondre directement sur Twitter. Il y a le chat ici. Si on enlève deux titulaires à cette formation-là, est-ce qu'on est en mesure, gang? C'est le temps de répondre. Est-ce qu'on est en mesure de demeurer compétitif au sein d'une MLS qui grandit sur 30, 32, 34 rencontres? Moi, à ce moment-ci, j'ai un doute. Si Jaime, Sinchuk et Vera ne sont pas là, si Thomas Gillier doit s'absenter pour une coupe de match, ça devient hyper compliqué pour le CF Montréal. Et Sam nous dit non. Sam qui est avec nous sur YouTube, ça semble être plus compliqué ce soir sur Twitter, je m'en excuse, là. Mais je comprends pas pourquoi que c'est compliqué. Mais on va essayer de bien le faire et d'y arriver. Mais quoi qu'il en soit, Sam nous dit non. Non, on n'est pas capable. Et cette profondeur-là, gang, elle est plus importante que la titularisation. Puis ça, on n'en parle pas assez présentement. Comment on va améliorer la formation, gang? Comment on va réussir à aller de l'avant avec cette formation-là? Former pour vendre ou former pour gagner? Est-ce qu'il y a un alignement entre l'académie et l'équipe première? Est-ce que le contexte fait en sorte qu'on favorise l'ambition? On va y aller encore une fois avec les membres premium tout à l'heure, mais la stratégie sans MLS Next Pro, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne? Est-ce que dans un contexte où on veut améliorer la formation, on veut être ambitieux, on veut former et vendre des joueurs, est-ce qu'on se donne les outils pour réussir? Et si il y a 10 équipes à travers la MLS qui ne participent pas à la MLS Next Pro, je me dis, les réticences sont fondées, les réticences sont là. Mais lorsque je regarde la réalité du CF Montréal versus la réalité autour, je ne comprends pas l'entêtement de Montréal de ne pas être présente dans le circuit de la MLS Next Pro. Lorsque je vois des joueurs de deuxième division, donc de MLS Next Pro, monter en MLS, connaître du succès et être bien développé, avoir du bon temps de jeu, je me dis qu'on a erré. On va s'en parler tantôt. Mais aujourd'hui, moi je vous dis, je souhaite le départ de Opoku. Je souhaite le départ de Sunusi Ibrahim. Ces joueurs-là auraient pu éclater la MLS Next Pro, jouer sur une base régulière avec énormément de temps de jeu et se former dans un gabarit, dans une réalité de jeu qui fasse du sens. On a décidé de ne pas le faire. On a décidé d'asseoir Sunusi Ibrahim sur le banc et de dire, regarde, c'est comme ça qu'on veut que tu joues. Apprends le pas, joue le pas, tu vas avoir 5 minutes, tu vas jouer en championnat canadien, mais tu vas nous dépanner si
on a besoin. Parce que là, il y en a qui vont me dire, Jeff, il y a eu du temps de jeu, Sunusi, oui, il y a eu du temps de jeu, mais à tous les fois, son temps de jeu était pour combler un besoin. Son temps de jeu était un peu forcé, puisqu'on n'avait pas d'option outre que Sunusi Ibrahim. Mais de l'avoir envoyé en MLS Next Pro, d'y avoir fait jouer une ou deux saisons, pas maintenant, au moment où on l'a recruté. On ne viendra pas sur le passé, mais c'était ça, selon moi, la solution. C'est ça qu'on devait faire et c'est ça qu'on n'a pas fait. D'encadrer ces joueurs-là. Et aujourd'hui, ben, on vit avec une profondeur qui est beaucoup trop faible dans une MLS qui grandit beaucoup trop rapidement, qui avance beaucoup trop rapidement pour le rythme du CF Montréal. Et ça, ben, à l'époque, peut-être que c'était impensable, peut-être que c'était impossible pour Joey Saputo et toute son équipe de le visualiser au moment où ils ont fait leur entrée. Qui aurait pu dire en 93, lorsque le CF Montréal s'est joint au circuit de la MLS, lorsque cette ligue-là a été fragile, a été très, très, très compliquée, où le propriétaire des Revs a dû sortir un chèque pour sauver cette ligue-là. Au moment où Joey Saputo a dû investir énormément et perdre beaucoup pour sauver son club, qui aurait pu dire qu'en 2026, la Coupe du Monde serait jouée Canada, États-Unis, Mexique dans la même ligue qu'évolue le CF Montréal, il y aurait un joueur qui s'appelle Lionel Messi qui est, qu'on le veuille ou non, la figure, le meilleur joueur de soccer au monde. Il pourra y avoir un débat avec Ronaldo, mais vous comprenez le point de vue. Et le reste, ben, je vous laisse à vous. Mais tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, il y a une fracture. Le CF Montréal a arrêté de croître, a arrêté de progresser et il aurait dû y avoir, on ne se fera pas de cachette, il aurait dû y avoir un après Didier Drogba. Il n'y en a pas eu, mais est-ce que les fans, bien qu'on critique, est-ce que les fans étaient prêts à s'investir, à soutenir cette formation-là? Est-ce qu'on a fait un gain avec la venue de Didier Drogba? Soyons francs, là. Est-ce qu'on a attiré plus de membres qui se sont tournés vers le soccer du CF Montréal / l'Impact à cette époque-là? Est-ce qu'on a réussi à convaincre du projet? Non. Maintenant, est-ce qu'on devait continuer dans cette veine-là, même si ça coûtait cher, même si on perdait des gros sous? Je pense que sur le long terme, le pari aurait été mieux. Je pense qu'on aurait réussi à s'implanter. Maintenant, je vois des matchs de CONCACAF au Stade Saputo où la communauté mexicaine est hyper présente et hyper impliquée. Est-ce qu'on peut aller piger dans ce bassin-là, dans ce créneau-là, plutôt que d'aller chercher en 3e, 4e division, aller fouiller en Égypte, dans le fond de l'Afrique, aller en Islande, en Norvège? Est-ce qu'on a un bassin dans peut-être la Colombie, peut-être le Mexique, où on pourrait aller chercher une nouvelle communauté, faire grandir le projet, aller améliorer cette formation-là? Je pense que oui, on s'est toujours fermé les yeux là-dessus. Est-ce qu'on a été le meilleur joueur pour développer les joueurs au Québec? Et je sais qu'il y en a qui sont scandalisés présentement par la non-signature de Brunet à Montréal, mais on ne peut pas tous les signer, on ne peut pas tous les sauver. C'est pas tous les joueurs qui vont exploser et qui vont avoir du succès. Il faut avoir
des besoins, pardon, pour intégrer des joueurs. Et c'est un peu la difficulté présentement d'aller chercher ça. Donc, la stratégie sans MLS Next Pro, est-ce qu'elle est bonne? J'ai un doute à ce moment-ci. On va en parler tout à l'heure dans le segment premium. Le segment premium, je vous le rappelle, sera rendu disponible là, demain matin en formule audio pour les membres premium. Merci à ceux qui se sont ajoutés. Merci à ceux aussi qui s'ajoutent et qui continuent de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est en train, je ne veux pas dire de reprendre notre place parce que c'est pas tout à fait ça qui est arrivé, mais on est en train de réussir à vous ramener dans le giron. Maintenant, on veut vous activer, vous entertainer et réussir à avoir une discussion avec vous. C'est encore compliqué le temps qu'on mette tout ça en place. Mais là, au moment où on se parle, on est une vingtaine en direct via la plateforme Twitter. On va réussir à se parler, on va réussir à avancer. Mais tout ça va arriver avec le temps. Je veux juste prendre le temps de vous dire que je l'apprécie et de vous dire que je vous en remercie. Donc, en conclusion de cet épisode-là, je vais vous dire que les besoins sont clairs chez le CF Montréal. On a besoin d'un profil spécifique au milieu de terrain. On a un besoin spécifique sur la gauche. Je suis persuadé qu'on ne peut pas reposer toute cette pression-là sur les épaules de Stripe. Mais on a deux profils qu'on doit absolument rechercher. Deux profils qu'on doit absolument aller chercher à obtenir. Maintenant, l'autre chose que je veux qu'on retienne, c'est qu'on va avoir du succès. Le match d'hier, gang, est encourageant. Ce qu'on a vu hier démontre qu'on on a une formation devant nous, une formation sur le terrain qui est en progression sur ce qu'on a observé en 2025. Par contre, la profondeur, pour moi, plus que jamais, aujourd'hui, demain, l'année prochaine, l'autre d'après, la profondeur. La profondeur sera le nerf de la guerre en MLS et je ne suis pas convaincu qu'il n'y aura pas des changements majeurs proposés par la MLS pour qu'on puisse aller chercher cette profondeur-là. On sait qu'il y a certains marchés fragiles au sein de la MLS. On sait que le deal Apple TV, ça n'a pas donné nécessairement ce qu'on voulait. On sait que cette ligue-là va continuer à progresser et on sait qu'à un moment donné, on devra trouver une autre solution que de le faire par l'expansion. On va arriver à la limite de ce qu'on veut proposer. On sait que la USL va nous pousser dans le dos tout à l'heure dans la haute direction des bureaux de l'organisation de la MLS. Donc, il faut trouver une façon de protéger, de consolider les marchés qu'on a au sein de cette ligue-là et de faire quand même avancer le produit. Donc, ça va amener quoi? À mes yeux, ma perception, mon analyse au mois de février 2026, c'est qu'on va miser énormément, on va favoriser la profondeur pour que cette ligue-là puisse s'améliorer sur deux fronts. Premièrement, défensivement, c'est une catastrophe la MLS quand on compare avec le reste de la planète. On dit que le marché de la MLS progresse, vous avez raison. Offensivement, je pense que oui, on a des belles choses, on a des belles actions. Défensivement, c'est encore hyper compliqué et parfois, on ne se fera pas de cachette. J'écoute des matchs MLS, j'écoute des matchs à travers le top 5 des circuits, à travers la planète, et je vois des jeux défensifs qui me font saigner des yeux. Alors, il y a une progression à faire là, et l'autre progression, c'est est-ce qu'on est capable de maintenir une qualité intéressante de jeu sur 90 minutes de jeu, peu importe les équipes
qui s'affrontent. Peu importe les équipes qui sont en compétition, mais lorsque je regarde un Montréal-Chicago et qu'on arrive dans la 80e minute de jeu, c'est parfois lourd et ça me donne souvent le goût de changer de poste. Non pas parce que les descriptions sur Apple TV font pas la job, chapeau à Frédéric Laure, mais parce que ce que je vois n'est pas la qualité du produit que je veux consommer. Donc, moi, je pense qu'on va s'ajuster défensivement à travers le circuit au cours des prochaines années et qu'on va s'ajuster également à, à augmenter la profondeur des effectifs parce que je pense pas qu'on ouvre la porte à énormément d'investissements au niveau des joueurs de premier plan. À un moment donné, faut être conséquent, il faut comprendre que il y a plein d'équipes qui ne pourront pas suivre. Il y a plein d'équipes qui ne pourront pas suivre le marché, qui ne pourront pas suivre la danse si on joue trop là-dessus. Donc, de passer à 5, 6, 7, par exemple, joueurs désignés, d'enlever le plafond salarial, je pense pas qu'on arrive là. Promotion-relégation, hyper compliqué. Parce que les formations qui sont là ont payé pour être là et ils ont payé pour être en première division. Donc, tout ça va amener des transformations. Le calendrier hivernal qui va venir s'accoupler avec le reste de la planète va rendre des joueurs qui présentement ne sont pas disponibles à venir jouer. Parce qu'on va jouer sur le même tempo, parce qu'on va jouer dans la même réalité. Et je pense que les compétitions internationales vont donc favoriser au cours des prochaines années une MLS où présentement, si on s'en va à la Coupe du monde des clubs, ben c'est plus compliqué parce que on n'a pas les mêmes jambes que tout le monde. Bref, tout ça va faire en sorte que la Coupe du monde s'en vient. Il va y avoir beaucoup d'yeux rivés vers le soccer ici. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Donc tout ça va faire en sorte que, éventuellement, le soccer de la MLS va progresser, mais elle va progresser de l'intérieur. Et présentement, ce que je vous dis, c'est qu'au 11 février 2026, le CF Montréal n'est pas placé pour répondre à cette croissance-là qui est visible, qui est là, qu'on le sait. On ne sait pas quelle forme qu'elle va prendre, mais elle est là, elle est visible, elle existe, et il y aura aucun sans aucun doute, des ajustements importants à faire. Dans quelques instants, j'enregistre le segment premium pour nos membres premium. On va se parler de l'expérience de la gestion sportive. On va se parler des joueurs de premier plan, de la profondeur à tous les niveaux pour jouer 90 minutes pour jouer le niveau MLS, de l'ambiguïté du projet à Montréal avec tout ça et de toujours construire, qui est une erreur. Le projet du CF Montréal ne peut pas être une éternelle reconstruction parce qu'à toujours se construire, on finit par se démolir. C'est super important. Donc, deux profils que j'ai identifiés, que je partage avec vous dans quelques instants. Et une saison réussie, ça va être quoi pour le CF Montréal? Si on fait la liste d'épiceries, puis si on regarde tout ça, c'est quoi une saison réussie pour le CF Montréal? Donc moi, je vous donne 5 pistes pour les premiums de c'est quoi pour moi une saison réussie en 2026 pour le CF Montréal. Euh, c'est pas que sur le terrain, c'est pas que la titularisation, mais c'est l'ensemble du projet. Et je vais terminer le segment premium avec mes prédictions au classement pour le CF Montréal. Je vous rappelle que c'est toujours possible de devenir membre en suivant le code QR ou en visitant le bbnsoccer.com. Je veux prendre le temps de remercier nos premiums. On en a eu à chacune des semaines depuis la reprise des activités. Donc, merci à vous. On va y aller au pic et à l'appel. On va reconstruire le projet BBN. Mais c'est avec vous qu'on va y arriver. Alors, merci.
à vous tous qui êtes là et qui soutenez le projet. Donc, pour toutes les autres, ben, on se retrouve mercredi prochain pour l'épisode 3 de cette saison 2026-là. Et là, on va être proche. Hein. On va être proche du premier match de la saison. On va être rendu au 18 février pour notre prochain rendez-vous. Donc, ça va être le temps de regarder tout ça. Donc, là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. Sébastien qui nous dit « Salut Jeff ». Donc, Sébastien qui est là via la plateforme YouTube. Merci Sébastien d'être là. C'était hyper compliqué ce soir le chat. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Sam qui nous salue. Merci à vous autres. Merci à ceux qui ont pris le temps sur X d'écrire des commentaires. C'était compliqué pour moi parce que provenant de X ce soir, j'avais pas accès. Je devais les voir directement sur mon téléphone. Et c'était compliqué de suivre les deux. On est encore une vingtaine branchés ensemble sur la plateforme X. Merci à toutes vous autres d'être là. Vous êtes précieux, vous êtes importants. Je vous aime, je vous souhaite une bonne saison et on se dit à mercredi.